et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. La mairie de Monaco dévoilait les premiers résultats du recensement 2016 ce mardi. Le centre hospitalier Princesse Grace vient de se doter d'un nouveau dispositif de cryothérapie grâce à un don privé. Direction le port de la Spezia où se trouve actuellement le Yersin qui partira cet été afin de mener les explorations de Monaco. Et nous refermerons cette édition avec une nouvelle opération Gastro Kids. Au menu cette fois-ci des pièces de cocktail sucré-salé. Je vous en parlais en titre, la mairie de Monaco a dévoilé ce mardi matin les premiers résultats de l'enquête du recensement 2016. Christine Datomel vous en dit plus. Les résultats du dernier recensement qui a eu lieu en 2016 en principauté ont été dévoilés en présence du maire et des membres du conseil communal lors d'une conférence de presse donnée ce lundi matin à la mairie. Une enquête qui a été confiée à l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques et qui aura nécessité aux équipes de l'INSEE plus d'1 an de préparation, 60 heures de formation et 180 000 documents imprimés. Le recensement, un moment toujours très important dans la vie d'un pays. Le recensement est essentiel parce qu'il permet de connaître la population du pays dans lequel on réside. Et connaître la population, ça sert à bâtir et appuyer des politiques publiques au service justement de cette population. La principauté se porte à peu près de la même manière que ce qu'elle se portait en 2008 dans sa composition, c'est-à-dire le recensement ne met pas en lumière des changements fondamentaux. On sait qu'on a une population internationale, on observe qu'on a une population diplômée, on a une population de locataires et on a une population plutôt vieillissante. Voilà les principaux points qu'on peut retenir. Durant 8 semaines, les agents recenseurs sont partis à la rencontre de la population monégasque durant les mois de juin et juillet dernier. Sur le terrain, 50 agents recenseurs encadrés par 8 chefs de secteur ont découpé en près de 200 districts la principauté. L'exploitation des données va se poursuivre puisqu'on a collecté une somme considérable d'informations aussi bien sur les habitants que sur les logements. Et ces informations-là, on va les exploiter au profit de différents services du gouvernement pour la mise en œuvre de politiques publiques adaptées à la structure de la population. Et qu'est-ce qui est ressorti de cette enquête? Quels sont les besoins de la population? Les besoins de la population, ils sont, je pense, des besoins qui correspondent à la structure. Et on voit que dans les années à venir, on a une population qui va vieillir encore plus. On a une population plutôt vieillissante. Donc il faudra, j'imagine, des équipements en conséquence. On sait qu'on a une population internationale. Donc il faut qu'on garde cette capacité à parler à tout le monde, aussi bien dans les langues que dans les cultures internationales. Donc voilà ce qu'on peut observer. Et on voit qu'on a des gens qui sont plutôt diplômés. Donc c'est un point dont il faut aussi tenir compte. Les premiers résultats démontrent ainsi que la population résidente de Monaco est estimée à 37 308 personnes, soit une augmentation de plus de 5% par rapport à 2008. 139 nationalités différentes ont également été recensées, ce qui confirme le côté international de Monaco. 3 communautés cependant se distinguent, la communauté monégasque, la communauté française et la communauté italienne. Un mot de santé, le service de cardiologie du centre hospitalier Princesse Grace sera prochainement équipé d'un dispositif de cryothérapie. Je vous propose justement d'écouter à ce sujet le professeur Saoudi et le généreux donateur qui permet, grâce à son geste, l'acquisition de ce nouvel appareil. Un appareil de cryothérapie, c'est un appareil qui produit du froid dans un but thérapeutique. Et le froid généré va être injecté dans un cathéter qu'on met à l'intérieur du cœur pour traiter certaines formes de troubles du rythme cardiaque qu'on appelle l'arythmie par fibrillation auriculaire paroxystique. Et ça marche très bien. C'est quelque chose qui existe déjà depuis assez longtemps. La technique de destruction tissulaire par la cryothérapie est utilisée dans de nombreux domaines en médecine. Elle est utilisée aussi en cardiologie depuis déjà quelques années. Pourquoi vous avez tenu à faire ce don ?
tout simplement parce que j'ai 96 ans et un cœur à 96 ans qui bat tout à fait normalement et je n'ai aucun problème. Mais en 88, mon cœur s'arrêtait. Et grâce à l'intervention de l'hôpital de Monaco, on m'a mis un pacemaker qui à l'époque était assez important. Et grâce à ça, ma vie est devenue normale. Au bout de 5 ans, on m'en a mis un deuxième et maintenant on m'en a mis un troisième, qui est toujours comme une petite montre. Mais maintenant, il y en a un nouveau qui est sorti, vous devez le savoir peut-être, qui n'est pas plus gros qu'une pièce de 1 euro, mais qui vaut très cher, il paraît. Donc, mais ça, c'est pour l'avenir. Mais enfin, moi, j'en ai encore pour 5 ans. Voilà. Donc, en reconnaissance de ça, je me suis dit, je vais faire un don à l'hôpital lorsque je m'en irai. Mais entre-temps, j'apprends qu'il y a un appareil impeccable qui vient d'être inventé et qui vaut 1050 €, je crois. J'ai dit, moi, je fais immédiatement le don pour cet appareil. Et si par la suite, le pacemaker me prête vie et qu'il y a encore un appareil qui est inventé, je ferai un don immédiatement. Souvenez-vous, il y a 2 ans, au mois de juin 2015, le Yersin a été béni dans le port Hercule en présence du prince Albert II. Il va d'ici peu naviguer sur les mers et les océans. Je vous propose d'en connaître un peu plus sur ce navire écologique qui accueillera chercheurs et scientifiques. Sandrine Nègre et Serge Prémont sont montés à bord. Le début du printemps monégasque avait été marqué par l'organisation de la Monaco Ocean Week et la présentation des futures explorations de Monaco menées à travers le globe grâce au Yersin. Plusieurs caractéristiques pour ce navire, au premier rang desquelles l'autonomie. Il peut effectuer l'équivalent de 2 allers-retours Méditerranée-Mer des Caraïbes, la polyvalence et une véritable faculté d'évolution. Car ici, tout a été pensé dans les moindres détails avant même la construction, grâce notamment à la belle complicité qui lie ces 2 amoureux de la mer. C'est un volet évidemment très important puisque c'est le volet, je dirais, qui laissera le plus de traces dans le futur. Donc, et puis c'est fondamental, la recherche scientifique, d'autant qu'on sait que les prochaines découvertes, tant en biologie médicale d'ailleurs qu'en biologie tout court, sont actuellement sous le niveau de la mer. On ne connaît pas encore, 90% des océans sont inconnus. On a exploré les premiers 60 mètres d'épaisseur, mais au-delà, on n'a pas encore exploré. Et on pense que c'est dans ces profondeurs un peu plus loin, donc, qu'on va trouver tout ce qu'il y a à découvrir nos jours et qui servira à l'humanité tout entière. Le Yersin est actuellement dans le port de La Spezia en Italie. Le choix du lieu n'est pas le fruit du hasard. Il est ici pour subir les aménagements nécessaires afin de remplir au mieux ses prochaines missions qui débuteront cet été pour 3 ans après avoir quitté les eaux de la principauté. Il y a divers aspects de sciences qui vont être développés et étudiés à bord du bateau. La recherche d'eau en continu. Alors ça va se passer dans une cale bien précise où on aura une prise d'eau en permanence qui va passer à travers différents instruments. Ces instruments analyseront en continu cette eau sur la turbidité, la salinité, le pH, enfin tous les éléments essentiels à cette recherche et seront transmis tous les jours vers le centre scientifique de Monaco. Voilà, donc ça c'est, je dirais, une des salles qui est dédiée véritablement à cette recherche. Ensuite on a un laboratoire qui sert à la préparation, je dirais, d'échantillons et de recherche sur les différents éléments des coraux. Un autre élément essentiel, c'est ce qu'on appelle le laboratoire de poste, qui vient après pour une étude, je dirais, d'ADN. Et ensuite, on a aussi un laboratoire où on va avoir des coraux vivants, tenus. Voilà, donc ça fait partie des éléments principaux, des laboratoires principaux. Ensuite, il y a une salle de contrôle qui va pouvoir surveiller les opérations sur le pont de la Rosette. La Rosette, c'est une prise d'eau dans les 300 mètres. Voilà. Ensuite, on a un véhicule qui est piloté à partir du navire, un ROV. Et nous avons aussi un véhicule qui est autopropulsé, mais aussi autonome, un AUV. Et tous ces appareils vont être pilotés les uns après les autres. Des études primordiales, donc il faut savoir que sous l'eau, les traces d'ADN peuvent être récupérées 12 heures après le passage d'une espèce. Polymérisation, coraux, acidification des océans, monts sous-marins, dialogue des cétacés. Le programme de recherche s'apprête donc à être riche et varié. D'autres missions vont aussi être poursuivies.
Bien entendu, quand on possède un outil comme le Yersin, on ne peut pas se limiter uniquement à la science, surtout quand on a l'occasion de faire un tour du monde et que donc on a l'occasion de visiter un certain nombre de pays, voire de régions complètement reculées, mais d'un certain nombre de pays. Donc le bateau possédant le pavillon monégasque, c'est le plus grand bateau sous pavillon monégasque, il est évident qu'on va représenter la principauté, puisqu'on fera flotter les couleurs de Monaco partout où on va aller. Donc il est primordial que le bateau représente la principauté comme il se doit. Chaque fois que nous irons dans un pays, on sera en contact avec les autorités locales. Les autorités locales viendront à bord, que le prince soit là ou pas d'ailleurs, et puis des contacts, comme je vous l'ai dit, avec des écoles. Et donc le bateau sera un vecteur diplomatique, d'éducation et de représentation de la principauté. Et la dimension pédagogique est aussi portée par le nom même du navire, Alexandre Yersin, discret chercheur, savant, explorateur. Il est le premier à cartographier le Vietnam et découvre le bacille de la peste. Nous poursuivrons cette découverte du Yersin avant son départ à travers 2 autres prismes, celui de l'écologie puis celui de la logistique, dans une prochaine édition. Coup de projecteur sur l'atelier GastroKids du Fairmont, Monte-Carlo. L'idée, cette fois-ci, était de réaliser une recette destinée à toutes les mamans à l'occasion de la fête des mères. Sandrine Nègre est allée à la rencontre de ces petits cuisiniers en herbe. Cette fois-ci, pas de pâtisserie. Les enfants âgés de 6 à 12 ans avaient rendez-vous avec des produits de saison afin de relever un nouveau défi culinaire, celui de réaliser plusieurs pièces de cocktails sucrés-salés. Avant de commencer, quelques étapes indispensables ont été franchies. Se laver les mains, mettre son tablier et sa toque, bien sûr. On va leur faire travailler un peu de saumon fumé, un petit peu de foie gras, un petit peu de fruits secs, un petit peu des fleurs parce qu'on arrive dans le printemps, des petites courgettes fleurs parce que c'est vraiment la région. On va leur faire travailler de la pomme, on va en faire un peu de sucré salé mais en pièces cocktail. Comment ça se passe? Alors on va le voir bien sûr à l'image, mais l'idée c'est de les faire intervenir notamment pour savoir ce qu'ils connaissent, ce qu'ils connaissent moins. En fait on va les intégrer dans la façon de faire, donc manuellement, et aussi s'ils connaissent les produits aussi. Justement sur un petit peu l'histoire de la fleur de courgette, comment ça se cultive, les fleurs aussi comestibles ou non comestibles, parce qu'on va leur faire travailler des fleurs comestibles. Ils vont commencer avec des produits bruts pour partir avec le produit qu'ils auront fait pour offrir à leur maman. Donc oui, l'intérêt il est là, ils sont curieux. Je leur ai posé 2-3 petites questions de choses qu'on leur avait déjà dit dès qu'ils sont arrivés. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'ils se rappellent de plein de choses. Et c'est un vrai bonheur de voir que les enfants, ils veulent toucher le produit, ils veulent voir la couleur, le goût, qu'est-ce que c'est sucré, c'est salé, c'est acide. Et c'est ça l'intérêt aujourd'hui, c'est de les intéresser un tout petit peu, puis de leur faire goûter des choses qu'ils vont aimer, peut-être moins aimer, mais au moins ils pourront en parler à un moment ou à un autre. Et c'est tout ce qu'on aime chez les enfants, c'est les intéresser à quelque chose qui soit le produit, la terre, c'est vraiment notre souhait aujourd'hui. Les enfants apprennent en effet à composer les pièces une par une. Ils coupent, piquent, sentent, manipulent et apprennent aussi des gestes obligatoires, goûter ce que l'on cuisine et laver sa planche de travail. Certains de ces enfants sont des habitués, ils participent aux ateliers GastroKids tout au long de l'année. La cuisine est ainsi devenue une passion, il faut dire que ces souvent jeunes que naissent de véritables vocations. On a eu besoin de la pomme, de la betterave, de l'avocat, des petits pois, du ketchup et de la mayonnaise. Moi, il y avait des choses que je connaissais pas encore. Est-ce que tu aimes cuisiner à la maison aussi? Oui. On a fait des haricots gourmands avec des pommes et du saumon. On a fait des fleurs de courgettes avec dedans une espèce de mousse. Qu'est-ce qui t'a le plus plu, on va dire, en termes d'ingrédients? Qu'est-ce que tu as aimé travailler? Plutôt le saumon parce que j'aime bien le goût et l'odeur. Alors toi, je sais que tu viens très souvent participer à ces ateliers. Oui. La cuisine, ça te plaît beaucoup? Oui. Et les grands n'hésitent pas d'ailleurs à aider les plus petits. Un peu plus de 2 heures de travail auront été nécessaires pour réaliser ces pièces de cocktail sucré-salé. Des pièces avec lesquelles les enfants ont pu bien sûr repartir afin de les offrir à leur maman pour l'un des événements phares de la fin de ce mois de mai, la fête des mères.
Et avant de refermer ce journal, nous tenions à féliciter les filles du Monaco Basket Association pour leur titre de championne de France de National 2 décroché dimanche à Brive-la-Gaillarde. Il est temps à présent de passer aux prévisions météo de ces prochains jours. Mercredi, ciel moins lumineux que les jours précédents, sans détérioration notable du temps. Les températures restent supérieures au normal de saison. Jeudi, ciel incertain, soleil intermittent avec des apparitions de nuages orageux. Vendredi, temps moyennement ensoleillé, modérément chaud. Samedi, soleil et nuages orageux provisoires. Dimanche, le soleil sera de nouveau au rendez-vous. Les températures seront estivales avec 22 degrés le matin et 26 degrés dans l'après-midi. Et nous débuterons la semaine prochaine sous un large soleil et des températures très clémentes. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute l'actualité de la Principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis quant à moi, à très bientôt sur Monaco Info.